Vous regardez votre émission Niod Soir sur Niod Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Ce mardi, nous allons parler agriculture et économie avec les cultures de rente qui jouent un rôle majeur dans la construction sociale et économique des pays, dans le sens où elle contribue ou elle permet à des millions d'exploitants et de commerçants de bénéficier d'échanges mondiaux avec un apport considérable dans l'économie nationale des pays africains. Cependant, quels sont les impacts sur la biodiversité et surtout, est-ce que les cultures de rente permettent ou profitent véritablement aux paysans eux-mêmes? On en parle avec vous. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. King Dodro, vous êtes un expert en structuration économique et financière et promoteur de Yaya Estate. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Alors, en termes simples, les cultures de rente sont les cultures principalement tournées vers l'exportation. En Afrique, quels sont les produits concernés? Il faut retourner d'abord à comprendre même l'importance même d'abord de l'agriculture dans la vie de l'être humain. Il faut rappeler que l'agriculture est le secteur de base à toute activité économique. C'est de l'agriculture que le besoin de transformation s'est senti pour la conservation des produits, ce qui a donné lieu à l'artisanat, de l'artisanat à l'industrialisation plus tard, parce que les êtres humains au départ se préoccupaient de se nourrir. Et pour se nourrir, il faut cultiver la terre. Et ils cultivaient et ils chassaient. Et quand on cultive, il faut donc à un moment donné le besoin de conserver ses sentiers. Et dans ce besoin de conservation, ces sentiers, ça a donné naissance donc à des techniques ou des découvertes pour conserver. Donc, c'est pour ainsi dire que l'agriculture demeure depuis la nuit des temps l'activité de base de toute économie. Et quand l'agriculture est négligée dans un pays, ça sous-entend que l'économie de ce pays va s'affaiblir. Nous constatons cela en Afrique. On s'est rendu compte que dès les premières années de l'indépendance, certains pays ont investi d'abord leurs efforts et leur politique en matière de développement sur le secteur agricole. On peut citer les pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont montré depuis la nuit des temps qu'on peut compter sur les produits de rente tels que café, cacao pour développer tout un pays. On connaît combien ce secteur a apporté à l'économie ivoirienne, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui veut dire simplement que tant que on ne développe pas, on continue pas à développer le secteur agricole, nous ne pouvons pas prétendre aucunement à un développement économique du continent. Qu'est-ce qu'on constate à la fin? Aujourd'hui, au départ, on était tous jetés dans d'abord produits pour consommer et le surplus être exporté. Donc la notion de des cultures de rente vient du fait que vous produisez ce type de culture ou bien d'aliments destinés à la vente parce que vous en avez besoin pour obtenir des ressources financières ou des devises pour pouvoir injecter dans votre économie pour faire d'autres choses. Donc, quand on vient au niveau citoyen, le citoyen, il produit d'abord pour sa propre consommation. Il a des produits propres qu'il produit pour sa propre consommation, tels que les produits vivriers, les céréales et autres. Et après, il sait qu'il a l'autonomie, il ne va pas mourir de faim. Il sent le besoin d'acquérir d'autres biens. Et puisque le maïs qui produit, tout le monde produit le maïs, il n'y a pas un marché réel pour ce maïs. Donc ils sont au même pied. Ils regardent aussi, je produis le taro, tout le monde produit le taro, donc il n'y a pas de marché réel. Il va vers des produits qui peuvent lui permettre de vendre sur un marché demandeur qui n'est pas immédiat à lui. Donc c'est ainsi que les citoyens africains se sont lancés dans les productions des cultures telles que coton, café, cacao, qui sont demandées par le marché international. Les Européens venaient s'approvisionner sur le continent, dont la demande était très forte de leur part. Nous disposons donc des terres fertiles, des terres qui
qui sont favorables à ces différentes cultures, d'où même les Européens ont importé ces plantes chez nous pour pouvoir trouver... Et notamment des fruits. Oui, justement. Oui, il y a aussi des fruits, bien sûr. Il y a toute une gamme de cultures que nous avons aujourd'hui qui sont introduites dans notre écosystème par le biais de la colonisation parce que leur marché était demandeur de ces cultures, mais nous ne disposons pas de climat favorable pour le développement de ces cultures. En colonisant l'Afrique, c'est la conquête d'abord du territoire destiné à produire donc de ces cultures. Et c'est ainsi que en Afrique, en dehors donc des produits vivriers auxquels nos parents étaient habitués au départ, il s'adonne maintenant à la culture de rente qui était des cultures destinées à l'exportation. Et ces exportations qui jouent deux rôles à la fois, qui crée donc l'économie locale. On va noter le coton pour le Togo. Justement, qui crée l'économie locale, qui permet donc aux citoyens d'être des acteurs économiques à plein temps. On produit donc le coton, on en vend. Quand on vend, le citoyen devient un acteur économique. Et le coton à l'export génère des droits de douane à l'export. Et il vend ce coton et il paie donc des taxes à l'État. Donc, du coup, il devient un acteur économique. L'État gagne sur sa production. C'est ainsi que le système économique africain était mis en place d'abord autour donc de l'agriculture et de ces produits de rente essentiellement. Bon, la définition même du produit de rente diffère, où la liste des produits de rente diffère selon les pays. Selon les pays. Quand on est en Asie, le riz fait partie des produits de rente parce qu'ils en exportent assez. Après leur production locale pour destiner à leur consommation, ils en exportent assez. Pour l'Afrique, on remarque généralement en Afrique de l'Ouest ici, on a le cacao café cacao qui sont en tête de liste, après le coton. Et puis au départ, dans l'ancien temps, il y avait même la canne à sucre qui était dedans. Aujourd'hui, nous avons d'autres produits qui s'ajoutent à ces produits de rente qui sont nouveaux. L'huile de palme. Oui, il y a l'huile de palme. Il y a, je veux dire, oui, il y a l'huile de palme au Cameroun, par exemple. Ça fait partie des produits de rente. Nous avons sésame, nous avons sésame, nous avons l'anacade. Ce sont des nouveaux produits. Nous avons également en Côte d'Ivoire, on a l'EVA qui se développe. Les Ivoiriens aujourd'hui détruisent la plupart de leurs plantations de café cacao au détriment donc de la culture d'anacade et soja. Et pour le Togo, soja est rentré dans nos habitudes aujourd'hui comme produit de rente. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on assiste à l'avènement de nouveaux produits de rente. Mais ok, quelle est la conséquence aujourd'hui? La recherche d'avoir donc de l'argent ou du profit amène les citoyens à favoriser davantage les produits de rente et ils négligent donc les produits vivriers, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui nous amène aujourd'hui à assister à une inégalité en fait. On s'en rend compte, les villages dans le passé, il y a certains villages dans le passé, on n'achetait pas du maïs. Mais aujourd'hui, vous êtes dans les villages, dans les coins le plus, on vend du maïs dans ces villages. Alors, on va revenir sur... Parce que les villageois ont misé sur la production de soda ou de café cacao au détriment, par exemple, du manioc. C'est une problématique majeure qu'on va évoquer dans l'émission. Vous le disiez, vous avez évoqué la question de la problématique, les défis liés à la conservation des produits. Et l'agriculture, aujourd'hui, représenterait près de 20% de l'économie de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, avec l'effet les problèmes liés au climat, comment est-ce que l'agriculture en Afrique survit? Et cette statistique, pour moi, c'est erroné. On ne peut pas dire que l'agriculture représente 20%. Représenterait 20% de l'économie de l'Afrique subsaharienne. Je dis non, ce n'est même pas possible. Ok, dites-moi, quand on fait les statistiques concernant les populations habitant dans les zones urbaines, comparées aux zones rurales, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait près de 26 millions d'habitants, mais à Abidjan, il y a 8 millions d'habitants. Vous faites le ratio, vous allez voir. Il y a plus de population en milieu rural qu'en ville. C'est en ville qu'on sent le poids des produits manufacturés importés. Et ce n'est pas parce que
les paysans qui représentent donc 80% de la non, 70% de la population africaine, 60% de la population africaine vivent en milieu rural, donc de l'agriculture. Et donc, quand il faut revenir pour redéfinir donc l'économie qui consiste à quoi? À toute activité qui permet de produire du bien ou des services pour satisfaire ses besoins de consommation ou alors de satisfaire ses besoins de créer donc de l'argent. Donc si on revient à cette définition, l'agriculture que pratiquent les parents dans les coins reculés, c'est une activité économique pour sa propre consommation, puisque c'est toute activité qui consiste à satisfaire ses besoins, qui est appelée activité économique. Ça peut être de la production intellectuelle, ça peut être donc de la production de produits, alors de la prestation de prestations intellectuelles ou donc de la création de produits. Mais l'agriculture se classe au premier rang de ces activités économiques. Si la personne cultive son champ d'arachide pour consommer, c'est une activité économique qu'elle mène. Ce n'est pas parce que elle ne l'a pas vendu qu'elle ne mène pas d'activité économique. Donc, qu'on ne se trompe pas, l'agriculture représente 70% des activités économiques sur le continent. Oui, parce que ce n'est pas fiché, sans doute, au rang des activités économiques, parce que les gens produisent pour consommer. Donc, c'est nécessaire qu'on revienne à la définition de ce que c'est que l'activité économique. Maintenant, quand on revient à redéfinir seulement l'économie sur les activités d'importation et d'exportation, là, il y a un problème. Les gens vivent essentiellement à plus de 70% de l'activité agricole sur le continent. Mais malheureusement, l'inégalité ou bien la mauvaise compréhension de cette activité qui est d'abord le précurseur de tout ce qui est activité économique fait que le secteur est à la traîne. Le secteur demeure toujours à la traîne et même si on prône l'industrialisation en Afrique, ça va peiner, on peinera même à être efficace et perspicace même sur ce volet d'industrie parce que notre agriculture s'est appauvrie au point où aujourd'hui les Africains se mettent à importer les produits agricoles. Comment expliquer cette situation? Mais c'est vraiment aberrant qu'on importe la mangue de l'Europe alors que nous avons des terres et nous avons des saisons où des mangues pourrissent dans nos brousses ici. Mais vous rentrez dans le supermarché, les mangues que vous achetez sont des mangues importées. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Je me retrouve un jour au Cap-Vert, j'achète l'igname. L'igname est venu du Portugal. Je me renseigne d'où vient cet igname qui est venu de Portugal. Ça vient du Ghana. Le schéma, vous comprenez un peu? Donc, il y a de grands défis, en fait, organisationnels du secteur agricole. D'abord, il faut mener des études sectorielles pour comprendre donc la filière agricole de chaque pays et quantifier cela. On ne peut pas mener des études sectorielles sans des fichiers nationaux fiables, permettant donc de créer des rapports entre la population, leur occupation et leur patrimoine immobilier ou foncier plutôt. Et définir, nous avons tel nombre d'exploitants. Dans ce secteur, par exemple, du maïs, voici le nombre d'exploitants que nous avons, voici le volume qu'ils produisent dans tel pays. Donc du coup, si on sait que le Cameroun produit annuellement telle tonne de pommes de terre, les Ivoiriens n'iront plus en Afrique du Sud. Ils iront au Cameroun. Ils n'iront plus jusqu'en Afrique du Sud ou alors aller en Europe pour s'acheter donc des pommes de terre. Vous voyez, le trajet Douala-Abidjan, c'est très court. Et donc on développera donc le secteur de transport maritime pour rallier donc les deux pays. Ainsi l'agriculture nourrira son homme en Afrique. Aujourd'hui, la méconnaissance donc du marché africain sur le plan agricole, ou parce que il y a quasi l'inexistence donc d'études sectorielles de ces filières, de ces différentes filières agricoles, fait que les Africains se tirent des balles dans le pied en plein. Ok, comment vous pouvez imaginer que Attiéké par exemple est un produit ivoirien, mais à Paris, le Pakistanais qui est en bas de mon immeuble, Attiéké qui me vend, ça vient de la Chine. Comment vous pouvez comprendre ça?
Donc, on est en phase d'une réalité organisationnelle, c'est structurel, c'est une prise de conscience de politique en matière de développement économique, être conscient que c'est l'agriculture qui est la base de tout développement et qu'il faut donc reconcentrer les efforts sur le développement de ce secteur pour espérer une quelconque redynamisation de notre économie, soutenir la croissance économique. Tant que ce secteur n'est pas restructuré, il n'y a pas de développement économique certain. Pourquoi? Si vous implantez demain les usines pour produire des biscuits, vous manquerez de matières premières. Vous allez importer les matières premières. C'est-à-dire que vous êtes tous dans l'importation. Mais si on développait juste l'agriculture en produisant du blé, le jour que les industries vont venir, on n'aura pas. Le circuit d'approvisionnement sera très réduit parce que ça sortira de nos champs pour aller dans nos usines pour se transformer. Mais à l'heure où je vous parle, vous installez une usine de transformation, de fabrication de biscuits, vous êtes obligé d'importer du blé de la Russie et de l'Ukraine pendant qu'ils sont en guerre là-bas. Donc votre usine sera en rupture de matières premières. Autant de produits, presque présenté. Autant de problèmes. Avec la guerre en Ukraine. Justement, autant de problèmes qu'il faut relever systématiquement. Selon vos chiffres, 70% de la population africaine vivent de l'agriculture. Donc, vivent de l'agriculture, travaillent la terre et nourrissent. Donc, si je vais extrapoler le monde de ces produits, mais est-ce que le paysan africain lui-même, il s'enrichit? Alors, c'est là le drame se constate en fait. Même quand on en vient aux produits de rente qui excitent tant de personnes, on investit pour produire du café cacao ou alors aujourd'hui de l'anacade ou bien de soda d'autre part. Mais sachez très bien que même comme c'est les Africains qui produisent ces aliments, les Africains ne fixent pas le prix de vente. C'est dommage que toi, tu déploies tes énergies, tu mobilises tes ressources, et tu fabriques quelque chose, tu produis que c'est quelqu'un qui fixe le prix pour toi. Raison pour laquelle, malgré que... Ça, c'est la situation sur le terrain. Malgré que la Côte d'Ivoire, le Ghana sont des gros producteurs de café cacao, leur production de café cacao n'a pas permis véritablement d'atteindre un niveau de développement qui dépasse les pays qui ne sont pas producteurs de ces produits de rente. Juste parce que c'est la bourse de Londres qui fixe le prix de café cacao, de coton. Quelle solution africaine pour africains? Oui, bien sûr, on transforme donc notre produit, on consomme parce que le marché africain est évalué. D'où l'importance de le marché africain, il est très important. Développer l'industrie de transformation. De transformation en Afrique. Au Togo, nous avons la PIA qui... Non seulement il faut sauter sur le développement de l'industrie, mais il faut d'abord à la base développer l'agriculture. Parce que nous sommes... Développer l'agriculture, direz-vous, que conserver les systèmes de culture ancestrale ou aujourd'hui aller vers les technologies qui permettent à agrandir les chaînes de production? Non, en fait, le besoin aujourd'hui, c'est d'abord quelle politique mettre en place pour l'amélioration de la production agricole pour booster le rendement au mètre carré ou à l'hectare. C'est de ça qu'il s'agit. Faire des études pour sortir des semences adaptées à notre climat actuel, parce qu'il y a un changement climatique qui affecte totalement tout, et booster donc le rendement agricole, que le cultivateur ne soit pas contraint d'exploiter assez d'hectares avant d'avoir au peu de tonnes, mais qu'on arrive à une politique de développement de l'agriculture qui permet... Vous évoquez comme ça les avantages pour développer le secteur. Justement. Alors, donc n'oubliez pas que tant que nous ne revenons pas à cela comme fondamental à un développement économique, même si on prend l'industrialisation, notre industrie sera une industrie qui est demandée dans des produits importés en termes de matières premières pour pouvoir tourner. On est toujours exposé au risque en fait. On est toujours exposé au risque du fait que nous dépendons de l'importation. Donc, je voudrais donc faire un rapport, en fait, faire un constat du fait que comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on est, soit je prends toujours le cas ivoirien, et avec le café cacao, on importe, non, la Côte d'Ivoire qui a un terrain très fertile, qu'on importe de l'oignon du Niger, et que la tomate vient de Burkina Faso.
Est-ce qu'il n'y a pas et juste parce que peut-être qualité? Non, c'est juste parce que les Ivoiriens préfèrent cultiver EVA et anacarde et café cacao. Ils préfèrent cultiver plutôt café, cacao, anacarde et EVA, les produits de rente. Et quelles sont les raisons de ces choix? Mais ils veulent plutôt avoir de l'argent et dépendent de l'importation pour ce qu'eux-mêmes vont manger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est irrationnel. Irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus de ce qu'on va manger. D'où on retrouve dans nos assiettes des produits infectés, des pesticides, des produits, je ne sais pas comment le qualifier, des produits qui ne sont pas de qualité, de bonne qualité. Parce que le producteur, mon père qui est au village, ne va jamais mettre de l'engrais, par exemple, sur son igname qu'il va manger. Parce que c'est destiné à lui. Le bon sens veut que vous produisez vous-même ce que vous mangez et que le surplus, vous l'exportez. L'Afrique, l'agriculture aujourd'hui, on ne produit plus ce qu'on mange. Selon le schéma que vous présentez, est-ce qu'il n'y a pas là un besoin de former davantage l'agriculteur africain quant aux dangers liés aux produits chimiques et l'importance de la culture biologique? En fait, aujourd'hui, les Africains sont orientés vers cette voie. Ne pas produire ce qu'ils consomment, mais produire pour exporter, pour vendre. Et acheter ce qu'ils consomment. C'est-à-dire que c'est irrationnel en fait. C'est là le problème en fait. C'est là que réside le véritable problème. C'est pourquoi on est véritablement exposé à l'avenir à une crise alimentaire, parce que de plus en plus, puisqu'on nous a déjà encouragé à aller sur les bancs, on a abandonné. Quand tu dis tu fais de l'agriculture, c'est une injure. Et on a de plus de la population beaucoup tournée vers le banc de l'école. Et quand on finit les écoles, on ne retourne plus aller cultiver. Et beaucoup sont au chômage parce que si tu finis de faire les études universitaires, que tu veux retourner cultiver les champs, on dira que tu as échoué. C'est un concept, alors que les plus riches dans les pays développés sont des exploitants agricoles. Nous prenons plaisir à visiter donc les champs de blé dans les pays en Europe de l'Est. Mais sachant que tous ces paysans-là fuient d'abord des universitaires, mais sur le continent, il y a une orientation véritablement qu'il faut refaire en redéfinissant donc les secteurs d'activité économique. Et parce que, quoi qu'on dise, tant qu'il n'y a pas une réorganisation de notre compréhension de ce que c'est que l'activité économique pour encourager les gens à aller vers ce secteur de base, nous aurons autant de diplômés qui seront inutiles à la production dans notre écosystème économique, et nous aurons des paysans de l'autre côté qui seront toujours dépourvus de moyens modernes pour booster leur production sur le plan équipement, et aussi toujours s'agripper à leurs semences traditionnelles qui sont plus en mesure de résister au changement climatique auquel nous sommes confrontés. Donc c'est autant de défis que l'Afrique doit relever sur le plan économique si véritablement ce secteur qui est l'agriculture n'est pas pris en compte dans la politique de nos gouvernants pour pouvoir booster et donner vraiment de nouveaux souffles à ce secteur. King Dodjoro, vous êtes expert en structuration économique et financière. L'autosuffisance alimentaire en Afrique, on parle justement d'agriculture. À votre avis, est-ce une utopie? Du moment où mon père qui est dans mon village veut manger l'igname, il n'y en a plus. Il faut qu'on achète ça depuis Lomé pour lui envoyer. Il y a un problème déjà dans le village qui est à 90 km d'ici. Donc nous sommes déjà dans ce problème, les deux pieds là. Quand le villageois, le paysan doit aujourd'hui chercher l'argent pour acheter le produit vivrier qu'il doit consommer, il y a un problème qui se pose déjà. Donc, demain, puisqu'il doit venir jusqu'à Lomé pour le trouver, vous voyez, la distance déjà crée le problème. Hein. Demain, arrivé à Lomé, il n'y en aura plus aussi parce que la population de Lomé, ce qui arrive ne va pas lui suffire. Donc, c'est ainsi que les villageois les plus éloignés n'auront plus à consommer donc l'igname. Parce que quand ça atterrit dans les points les plus importants, ça disparaît en même temps parce que la demande serait plus forte là-bas. Et le trajet que cela va faire jusqu'à arriver à leur niveau, ça va créer de la rareté. Donc le produit sera de plus en plus cher. Comment vous pouvez imaginer que les produits vivriers soient aujourd'hui plus chers dans nos pays africains que quand vous êtes en Europe? Alors que on importe souvent la banane du Cameroun pour l'Europe.
on retrouve souvent, quand tu fais le rapport, tu te demandes pourquoi est-ce que ça c'est relativement plus cher que là où nous les achetons quand c'est importé. Il y a un véritable problème dans la gestion de cette filière agricole en fait, qu'il faut vraiment revoir. L'importance de restructurer. De restructurer le secteur, qui nécessite une restructuration définitive, qui permettra donc de replacer ce secteur dans son rôle primaire, qui est quoi, le moteur ou bien la locomotive d'une quelconque développement économique d'un pays. En clair, vous invitez le paysan africain à aller plus vers une culture d'abord de consommation que de profit. Comment est-ce qu'on justifie le fait que je sois à Lomé et que j'achète les tomates importées du Burkina Faso et que le haricot me parvienne aujourd'hui du Nigeria? Comment est-ce que vous pouvez imaginer que le Burkina Faso nous fournit déjà des farines du maïs? Allez à Sigame et vous allez découvrir. Comment vous pouvez justifier ça? Comment vous pouvez apprécier que la laitue, les carottes, l'orange, les betteraves que vous consommez viennent de Bénin? On se retrouve à se demander, est-ce qu'on n'a plus de doigts pour travailler? Au même moment, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont invités à l'entrepreneuriat et donc à retourner à la terre et donc l'agriculture, c'est aussi un moyen de sensibiliser, de conscientiser l'Africain aux besoins d'aujourd'hui aller vers une autosuffisance alimentaire sur le continent. En fait, le marché, il est là. Il faut juste regarder nous-mêmes en tant qu'individus. Moi, King, vous, Charlotte, quels sont vos besoins en consommation? Citez-le, vous allez comprendre que aussitôt que vous sentez ce besoin en consommation, quand vous préparez, quand vous faites une sauce, aujourd'hui, j'avoue que 80% de ce que vous mettez dans la sauce est importé. Je vais vous donner des exemples. Là, il est importé de la Chine. L'oignon vient du Niger. Et pourtant, on le prend sur le marché. Attendez d'abord. Ah oui, bien sûr. Là, il vient de la Chine. L'oignon vient du Niger. La tomate vient du Burkina Faso. Le cube, il est importé. Ça reste de la production africaine. Non, non, attendez d'abord. Attendez d'abord. Et c'est l'eau que vous avez qui est de la T2. Vous faites votre sauce. Vous comprenez? Le sel, c'est importé du Sénégal ou du quoi. En fait, la réalité que vous vivez ici, quand je viens de citer ici pour le cas togolais, vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes irrationalités que vous allez retrouver en fait. Qu'on a des terres, mais la plupart de ce que nous consommons, c'est importé. On est d'accord? Et la chaîne d'approvisionnement est tellement longue que quand ça atterrit chez vous, ça devient très cher. C'est ça qui crée le problème véritablement aujourd'hui en fait, parce qu'il faut faire le rapport entre le pouvoir d'achat et le bien que nous achetons. Donc le rapport il est disproportionné en fait, dû fait que la chaîne d'approvisionnement est longue, dû au fait qu'on ne produit plus ce qu'on mange en fait. Ce qu'on produit on l'exporte et ce qu'on mange on importe. Voici à peu près l'irrationnel dans l'approche africaine dans ce secteur de l'agriculture. On dénigre l'agriculture, après dit en fait. Nous dénigrons l'agriculture, on est juste tourné vers ce secteur quand on sait qu'aujourd'hui on peut l'exporter, qu'il y a des débouchés à l'extérieur. C'est là que vous trouvez donc de la motivation à s'agrouper autour de la filière qui est destinée à l'export. Il y a plutôt d'engouement autour du coton parce qu'ils voient que ça chute, le prix chute. La production cotonnière chez nous a chuté de 68 000 tonnes à 50 000 tonnes les années passées dans nos pays, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on voit l'engouement vers d'autres produits comme, je sais pas, soja et autres. Vous comprenez? Parce que le marché international en demande. Mais au même moment, ces producteurs de soja se retrouvent à acheter du maïs. En tout cas, au Togo, le gouvernement s'active à changer la donne, d'où l'initiative du FOPAT pour les rencontres entre les membres du gouvernement et les acteurs du secteur de l'agriculture, des rencontres présidées par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en personne. À votre avis, en tant qu'expert, ne pensez-vous pas que ce sont là des solutions pour résoudre les difficultés, relever les défis sur les défis du secteur? Et cette initiative est à saluer parce que c'est le seul moyen pour réveiller et éveiller les consciences en fait. Quand le premier magistrat de notre pays décide de leur dire, écoutez, vous faites erreur, retournez à la terre, il n'y a pas mieux que lui pour montrer la voie qu'il faut suivre pour pouvoir redynamiser le secteur. Quelles que soient les actions qu'il met, mais aussi minimes que cela représente
au nom de l'agriculture, ça a de l'impact. Et ça soit répétitif. Enfin, on l'encourage, en encourageant donc le gouvernement togolais à aller dans cette voie, à continuer, à encourager donc les paysans à booster dans leur production, à s'adonner donc à l'agriculture de façon plus rigoureuse et plus assidue, parce que c'est très important. Notre salut viendra de là. Il n'y a pas, notre salut ne viendra de nulle part. Ça viendra de là parce que l'agriculture, même rudimentaire qu'elle soit, à ce stade, nourrit 70% des Togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de répondre à nos questions. King Dodjro, nous étions avec vous. Vous êtes un expert en structuration économique et financière et promoteur de Yayara Estate. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal sur Néo d'Info.